Bon, André Pelletier, Oui, vous êtes prof à l'Université Lyon 2, là, un oui, expert, je crois, dans l'histoire de Lyon. oui, Hein, oh, oui, et puis, oui. tout ce qui va avec, patrimoine. J'ai écrit beaucoup de choses sur Oui. l'histoire de Lyon. Donc, dans ce projet, avec les trois écoles, là, Cabuy, Fouchiron et Gerson, Sur le site de ce qui était dans l'Antiquité la colonie romaine de Lugdunum. En deux mots, Lugdunum signifie dunum, la colline, lug, ça vient du latin lux qui veut dire la lumière, donc Lugdunum signifie la colline bien éclairée. Parce que comme elle est en hauteur, les premiers rayons du soleil arrivent ici sur la colline. Donc la colline bien éclairée. Lorsque, en 1998, l'UNESCO a attribué, a classé Lyon au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui a retenu surtout son attention, c'est que, au cours des siècles, le site principal de Lyon s'était déplacé. S'était déplacé d'ouest vers l'est. Et là, nous sommes à la première étape de ce cycle, la ville romaine. Nous verrons ensuite la ville médiévale en bas, au pied de la colline, puis la ville Renaissance, et puis succéderont les autres villes du XVIIe, XVIIIe, et puis la ville de l'époque actuelle. Moderne. Donc il y a un déplacement, et c'est pratiquement unique dans l'histoire des villes en France en particulier. Donc ici, sur un site qui était déjà occupé par sans doute des Gaulois déjà, qui avaient un sanctuaire ici, au sommet de la colline. En 43 avant Jésus-Christ, un lieutenant du grand César, que tout le monde connaît, qui s'appelait Lucius Munatius Plancus, eh bien, Munatius Plancus a créé ici une nouvelle ville, une colonie, avec d'anciens soldats qu'il a installés ici, quelques milliers de personnes, parce que ces soldats avaient une femme, avaient des enfants, donc ça faisait peut-être quelques milliers de personnes qui se sont installées au sommet de cette colline, qui ont construit des rues, qui ont construit des maisons, qui ont construit des monuments, pour en faire une ville qui soit vivable. Voilà. Et ce que nous avons en particulier... peut-être avancer un peu. Oui. Ce que nous avons en particulier sous les yeux, eh bien, ce sont deux monuments publics de cette colonie romaine de Lugdunum, qui sont le théâtre et puis à côté l'Odéon. En gros, autour de notre ère, c'est-à-dire qu'il aurait aujourd'hui plus de 2000 ans. Et il est à la fin de l'Antiquité, lorsque la colline a été abandonnée par la plupart de ses habitants dans le courant du IIIe siècle, ces habitants qui se sont réfugiés au pied le long de la Saône, eh bien, tous ces monuments, comme le théâtre, ont servi d'abord de carrière de pierre pour les constructions ultérieures, et puis la végétation, la terre a envahi tout ça, et jusque dans les années 1930, c'était des vignes qui recouvraient. Et puis, en 1930, le maire de Lyon, Édouard Herriot, a décidé de dégager tout cet ensemble, et sont venus au jour un théâtre et un peu plus tard un Odéon. Alors, ce théâtre, il fait 105 mètres de diamètre. Ce que l'on a devant les yeux, c'est ce qu'on appelle la cavea, où s'asseyaient les spectateurs, et on estime que 10 000 spectateurs pouvaient prendre place. Évidemment, d'où nous sommes dans l'Antiquité, on ne voyait pas les gradins, parce qu'il y avait un grand mur qui fermait le théâtre comme une boîte.
Ce grand mur avait en particulier comme vocation de renvoyer la voix des acteurs. Ça faisait un petit peu caisse de résonance. Vous voyez ici, dans cette image, le théâtre romain reconstitué tel qu'il existait à Lugdunum, avec le mur de scène qui n'existe plus aujourd'hui car il a été détruit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens ne s'asseyaient pas n'importe où. Plus on était riche et plus on s'asseyait en bas. Plus on était pauvre, plus on s'asseyait en haut, simplement. Tout le monde, hommes et femmes, hommes libres et esclaves, tout le monde pouvait assister à des réunions, à des scènes de théâtre, comme ici. Un siècle après la construction du théâtre, donc à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, les Lyonnais ont construit un deuxième monument de spectacle qui était, que l'on appelle un odéon. Alors un odéon, c'est un petit théâtre, en dimension, petit théâtre, en principe couvert entièrement, une salle couverte, comme aujourd'hui, et avec des types de spectacles bien particuliers. En principe, on y faisait des lectures publiques, on y faisait des concours de poésie, on venait y entendre aussi de la musique. C'était plutôt réservé à une intelligentsia, une classe intellectuelle qui venait ici. Mais malgré tout, la contenance était de 3000 personnes. 3000 personnes. Alors tout autour, il devait y avoir des ensembles de boutiques où les gens... parce que les spectacles au théâtre duraient parfois toute la journée. Allez, un petit peu d'architecture. Comme tous les théâtres, l'Odéon comporte 3 parties principales. La cavea, où prenaient place les spectateurs. Oui. Au pied de la cavea, ce demi-cercle que l'on appelle l'orchestra, qui a été restauré, mais avec uniquement des pierres, pas précieuses, mais presque, qui viennent de carrières essentiellement de l'Orient. Là, vous avez ce qu'on appelle le porphyre vert, là, du porphyre rouge. Ça vient de Grèce ou d'Égypte. C'est-à-dire fort loin, parce qu'en France, en Gaule, on n'avait pas de telles carrières. Et autour de l'orchestra, vous avez 3 petits gradins. On installait des chaises en bois et sur ces chaises s'asseyaient les notables, c'est-à-dire les personnalités. Et puis la 3e partie, eh bien, qui est recouverte aujourd'hui, la 3e partie, c'était la scène. Donc, cavea, orchestra et la scène où prenaient place les artistes. Voilà. Donc vous allez pouvoir nous parler là du jardin archéologique qui est juste attenant au théâtre romain. Voilà. Là où nous sommes, juste en dessous des... Juste en dessous des théâtres. Et comme on est sur l'emplacement de la ville gallo-romaine, de la colonie romaine de Lugdunum, les espaces verts, lorsqu'ils ont aménagé le jardin, on dit on va mettre des moulages, parce que ce sont des moulages de statues qui se trouvent à Lugdunum, c'est-à-dire Lugdunum musée de Lyon. Alors il y en a 2 importantes, hein, il y en a 2 grosses. On peut les voir? Oui, on peut. Oui. Alors ces 2, donc celle-ci, je répète, ce sont des moulages. Hein, des moulages. Celle-ci, c'est une tête de Jupiter. Donc, Jupiter, c'est le patron des dieux. Hein, on est en plein paganisme, donc le patron des dieux païens. Ça veut dire quoi? Paganisme, ça vient de paganus, oui, qui désigne d'abord le paysan. Paganus, c'est le paysan, et puis c'est venu après comme sens dérivé de païen.
paysan, païen, c'est le même mot. Voyez. Donc le paganisme, c'est Jupiter, le patron des dieux, qui a succédé à Zeus grec. Zeus grec, c'est la même chose que Jupiter. Et là, vous voyez, il est représenté en majesté, avec une couronne de cheveux, et puis une moustache et une barbe. C'est vraiment le papa, c'est le patriarche des dieux. Et puis, alors, de l'autre côté, là, on a une autre sculpture qui est une tête qui décorait un monument funéraire. Un monument funéraire. Je rappelle que ces deux têtes ont été trouvées sur la colline. Oui, mais ils l'ont agrandie. Les deux têtes sont plus grandes que nature. Alors que normalement, elles sont hautes comme ça à peu près. Donc là, ça décorait un monument funéraire. C'était pour le protéger. Alors ça pouvait être directement sur le monument funéraire ou sur l'enclos qui ceinturait le monument funéraire. Voilà, c'est cette tête. En principe, on dit que c'est aussi un dieu larve, c'est-à-dire un dieu protecteur des morts. Voilà. Comme il y avait des dieux protecteurs des vivants qu'on appelait les dieux mânes. Les mânes.